Libérés par l'avance de la 9e armée américaine, 200 Français, 200 prisonniers libérés arrivent en ce moment à la gare du Nord à Paris. Nous sommes venus avec le micro pour les accueillir. Les voici. C'est vraiment une joie que de voir nos camarades, que de voir nos amis qui reviennent maintenant et qui sont délivrés par nos frères d'Amérique. Pardon. Évidemment, il y a une grande bousculade et ça se comprend. Ah, en voilà un. Alors, jeune homme, il a un petit drapeau qu'il a fabriqué comme il a pu. C'est arrivé après 5 ans. Oui, je pense bien. Ah, ça fait plaisir de vous voir. C'est une minute que nous attendons depuis longtemps. Et nous aussi. Vraiment, je voudrais vous recevoir avec plus de lumière, avec quelque chose. Oui, oui, allez-y, allez-y. La voir à Paris. Un mirador grandeur nature en plein cœur de Paris. Le 31 décembre 1944, le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République française, inaugure au Grand Palais le front des Barbelés. 4 mois après la libération de la capitale, et alors que les combats font encore rage à l'est du pays, cette exposition décrit avec réalisme la vie des Français captifs en Allemagne. C'est cet homme, Henri Freinet, marchant à côté de Gaulle, qui se trouve à l'origine de cette exposition destinée à rappeler que la France ne les oublie pas. Fait prisonnier en juin 1940, puis évadé, ce militaire de carrière a fondé Combat, l'un des plus importants mouvements de résistance. En 1943, il rejoint de Gaulle à Alger, qui le nomme commissaire puis ministre des prisonniers déportés et réfugiés. Sa tâche est alors immense. Plus d'1,5 million de Français se trouvent sur le territoire du Reich. Ces absents, comme on les appelle alors, regroupent près d'1 million de prisonniers de guerre captifs depuis 1940. Plus de 500 000 travailleurs volontaires, ou requis du STO pour service du travail obligatoire, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de déportés, des résistants, des politiques, des juifs. On des Barbelés, M. Freinet. Un jour viendra où l'on pourra parler librement des héroïsmes obscurs, des sacrifices anonymes, en un mot, de la contribution des prisonniers français à leur propre libération. Ministère de la souffrance. C'est en ces termes que Freinet désigne son propre ministère. Il est vrai que celui-ci a également la charge de tous les réfugiés et sinistrés, victimes des combats et des bombardements. Triste hiver 1944. Outre le froid et les inondations qui frappent le pays, la France compte plusieurs millions de sans-abri. Les dégâts matériels liés à la guerre sont considérables. Il faut remettre sur pied l'économie, reconstruire immeubles, ponts, voies de chemin de fer et outils de production. Il faut enfin restaurer la République, composée avec les différents partis politiques, dont les communistes, réunis alors dans un gouvernement d'union nationale. C'est dans ce contexte plus que difficile que s'inscrit l'action de Freinet. Identifier tous les absents dispersés sur le territoire ennemi. Établir un plan de transport pour les acheminer vers la France une fois libérés. Mettre en place des centres d'accueil aux frontières. Tels sont les objectifs du ministère pour réaliser ce retour en moins de 150 jours. Chers parents, que se passe-t-il que je n'ai toujours pas de nouvelles de vous? Je commence par être inquiet. Je continue néanmoins à vous écrire. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des colis? Le gouvernement devrait s'occuper de nous, mais rien ne vient. Et que nous serviront ces vivres si nous sommes morts avant? Ce courrier date de janvier 1945. Son auteur, Lucien Renaud, fait partie de ces Français prisonniers de guerre en Allemagne depuis presque 5 ans, ruminant la défaite. Ces images amateurs, rares,
ont été tournés clandestinement par l'un d'entre eux. Pris dans la tourmente des combats militaires en Europe, leurs conditions de détention se sont considérablement dégradées depuis fin 1944. Ils deviennent les otages du Reich au bord de l'effondrement et des bombardements alliés. Ici, il fait froid. Si encore le ventre était plein, peut-être que cela nous réchaufferait un peu. Nous reverrons-nous cette année? Je n'ose plus y croire, car nous avons eu tant de déceptions. Que je puisse rentrer et fonder une famille afin d'essayer d'être heureux, c'est tout ce que je demande pour l'instant. Je vous souhaite en bonne santé et pense que vous avez toujours bon espoir. Je vous embrasse bien tendrement. Lucien. Face à l'avancée alliée à l'Est puis à l'Ouest, les prisonniers de guerre sont bien souvent déplacés d'un camp à un autre au gré des fluctuations du front. Ils se retrouvent mêlés à l'immense exode qui jette sur les routes civils allemands, soldats de la Wehrmacht en déroute, déportés, évacués des camps dans le cadre de marches forcées, travailleurs étrangers contraints de quitter usines et fermes. En France, le ministère Freinet anticipe et prépare le retour des absents. La réussite de ce retour passe notamment par une mobilisation de toute la population. Le gouvernement multiplie les campagnes d'information afin d'expliquer qu'un camp de prisonniers n'est pas un lieu de villégiature, ni un théâtre, ni une université comme l'auront répété complaisamment la propagande allemande et celle de Vichy. De même, il s'agit de battre en brèche le discours fallacieux de l'ennemi, qui présentait la vie des travailleurs français en Allemagne sous le meilleur jour possible. Des lavabos et des douches attendent les hommes à leur réveil et à leur retour du travail. Et voici le salon de coiffure, où les tarifs sont inscrits en 2 langues et où l'artiste capillaire est originaire de la Canebière. Alors, comment faut-il les couper? Comme tu voudras, mais pas arrangé à Rancœur ce soir. Des actions ciblées sont également prévues auprès des familles des absents, avec des consignes du type « Votre mari aura embelli dans sa solitude votre visage et votre corps de 1940. Votre devoir est de les conserver pour lui. Rendez-lui sa place quand il rentrera, sa place de chef. Ne cherchez pas à le distraire à toute force de ses pensées si elle retourne inconsciemment à son camp. Respectez ses silences. » Ou encore, « Ton papa n'est pas un nom ou une photo, c'est un homme. C'est ton papa, il va bientôt revenir. Il a été brave, sois fier de lui. Il a souffert, aime-le bien. » Mère, père, femme, enfant, il n'est pas un Français qui n'attend d'un de ceux-là, les prisonniers de la drôle de guerre. Certes, la route est longue entre le camp et le foyer. Il faut d'abord finir la guerre pour qu'ils sortent libres. Il faut ensuite prévoir leur retour, ce retour magnifique et douloureux. Déjà, le ministère des prisonniers déportés et réfugiés a pris des mesures. On constitue des stocks qui seront mis tout de suite et le plus loin possible à la disposition des revenants. Mais il faut faire plus et mieux. C'est à cette œuvre que toute la France va participer. Pensez à eux. Pensez à ceux qui, un jour, les barrières abattues, convergeront par tous les chemins d'Allemagne vers ce pays qui est le leur encore plus que le nôtre. En mars 1945, les troupes alliées entrent enfin en Allemagne. Elles vont devoir prendre en charge plusieurs millions de prisonniers de guerre et près de 8 millions de personnes déplacées provenant de toute l'Europe. Mais les Anglo-Américains ont des objectifs autrement prioritaires que leur rapatriement immédiat. Il faut d'abord finir la guerre.
d'autant que leur errance sur les routes risque d'aggraver le chaos régnant en Allemagne et de gêner la progression des troupes. Aussi, les Alliés demandent-ils aux libérés de rester sur place ou de rejoindre des camps de rassemblement, à l'image de celui de Krefeld, près de la frontière française, où ils sont pris en charge. Malgré ces consignes, un certain nombre de Français, pressés de rentrer chez eux, arrivent à rejoindre la frontière, souvent par leurs propres moyens. Accueillis par les autorités militaires dans des centres de transit, ils reçoivent une carte de rapatriement, des colis de vivres et un peu d'argent. Puis, par train, ils gagnent l'un des nombreux relais d'accueil mis en place dans les départements. Ceci afin de leur permettre de rejoindre directement leur foyer sans passer par Paris. 20 000 personnes rentrent ainsi en France au cours du mois de mars 1945. L'officier et futur écrivain Georges Hyvernaud a connu plusieurs camps de prisonniers de guerre. En janvier 1945, devant l'avancée des troupes soviétiques, il est évacué vers ce camp, le 6A, à l'ouest de l'Allemagne. Le 6 avril, il est enfin libéré par les Américains. Il a alors 43 ans. Dans ses carnets d'Oflag, il note « Toute la matinée, journaliste, photographe, prise de vue, micro. On amène une voiture pour les actualités, on fait monter dessus des volontaires. Criez, plus fort, bon Dieu. » Et il crie, il gesticule. Ce sera la libération du 6A. Comique énorme de cette figuration qui fera figure de document en regard de notre joie grave de la veille. Alors que les prisonniers de guerre alliés commencent à être libérés et à rentrer chez eux, les Américains capturent, dans le même temps, des millions de soldats allemands. Étranges images, qui d'un côté montrent la joie de la liberté retrouvée, de l'autre, le début d'une captivité qui balise l'imaginaire de la reconquête. L'armée allemande, cette formidable machine que l'Allemagne mit 20 ans à forger et qu'il lui faut empêcher de recréer, se rend au rythme de 100 000 hommes par jour. La Wehrmacht a vécu. Ce reportage a été réalisé pour le compte de la SNCF par Willy Ronis, alors jeune photographe. De Longuillon à Metz, de Revigny-sur-Ornain à la gare de l'Est, Ronis saisit le retour au pays des prisonniers de guerre. Avril ouvre une nouvelle phase dans l'histoire du rapatriement. L'afflux des rentrants dans les centres frontaliers, totalement submergés, pousse le ministère Freinet à changer ses plans et à orienter sur Paris des trains entiers de libérés. La capitale devient dorénavant la plaque tournante de l'accueil. Débarquant par les gares de l'Est et du Nord, les rentrants sont d'abord conduits pour quelques heures dans des cinémas comme le Rex ou le Gaumont Palace, transformés en centres régulateurs.
Ils y reçoivent nourriture, cigarettes, journaux et peuvent téléphoner à leur famille. Les autorités ont également prévu de leur projeter un documentaire en vue de les faire patienter et de les informer sur la situation de la France, dont ils ne connaissent presque rien. De là, ils sont dirigés vers le principal centre d'accueil installé gare d'Orsay. Première retrouvaille, après 5 ans d'absence. Se tournant vers la caméra, ce prisonnier de guerre ému lance « C'est mon fils ». À l'intérieur, les arrivants subissent examens médicaux et formalités administratives. Des interrogatoires sont réalisés pour dépister les éventuels collaborateurs ou agents de l'ennemi. Les plus chanceux sont ensuite libérés et peuvent enfin rentrer chez eux. Les autres doivent patienter une nuit de plus dans des centres d'hébergement, tels le Vélodrome d'hiver transformé en immense dortoir. Les soldats coloniaux sont, pour leur part, logés dans des lieux spécifiques, comme ici, rue de Grenelle. Parce que l'arrivée des absents dans la capitale constitue un temps fort du retour, Freinet a donné comme instruction de leur distribuer des petits drapeaux en papier. Une note du ministère indique: les intéressés se les partageront et les agiteront dans leur passage à travers Paris. Il en résultera un choc en retour de la foule et une plus grande chaleur entre les rapatriés et l'homme de la rue. Cette mise en scène du retour passe également par une meilleure visibilité. Jusque-là fermés, les véhicules seront dorénavant des camions ouverts. La jeune écrivaine Marguerite Duras a assisté à l'arrivée des rapatriés. Elle travaille alors au centre d'Orsay pour le journal Libre, fondé par son ami François Mitterrand. Ancien captif en Allemagne, Mitterrand dirige l'un des plus grands mouvements de prisonniers de guerre, et ce, en collaboration avec Freinet. Marguerite Duras attend alors désespérément le retour de son mari, Robert Antelme, déporté à Dachau et dont elle n'a aucune nouvelle. Dans la douleur, elle écrit « Orsay. En dehors du centre, il y a des femmes de prisonniers de guerre coagulées en une masse compacte. Des barrières blanches les séparent des prisonniers. Elle crie « Avez-vous des nouvelles de un tel ?» Beaucoup de gens qui n'attendent personne viennent aussi à la gare d'Orsay pour voir le spectacle. L'arrivée des prisonniers de la guerre et la façon aussi dont les femmes les attendent, et tout le reste, voir comment ça se passe. Ça ne se reproduira peut-être plus jamais. Les prisonniers ont l'air étonnés. Ils ne comprennent pas très bien ce qu'on leur veut. Ils sourient. Ils se retournent sur les femmes françaises. Ce sont les premières qu'ils revoient. Joie et effusion, mais aussi malaise et contraste entre ces hommes et ces femmes qui se retrouvent ou se découvrent. Des femmes qui se sont émancipées pendant la guerre, à défaut de s'être totalement libérées. Des hommes libres, mais diminués, marqués par leur captivité. Curieux printemps 1945. Pour la première fois, les femmes sont autorisées à voter à l'occasion des élections municipales. Des élections qui, en revanche, tiennent à l'écart la plupart des absents, toujours pas rentrés d'Allemagne. Des élections qui voient le succès du Parti communiste, alors premier parti de France.
Au Bourget, tous les après-midi, des avions descendent du ciel pour déposer sur le sol de France des prisonniers et des déportés libérés quelques heures plus tôt en Allemagne. Depuis avril, les Alliés ont donné leur autorisation pour assurer le rapatriement par voie aérienne. Ce dispositif permet un retour plus rapide des absents, dont certains se trouvent dans un état sanitaire effroyable. Le 18 avril, les premiers rescapés de Buchenwald touchent le sol français au Bourget. Parmi eux, le résistant communiste Marcel Paul, qui joue un rôle important au sein de l'organisation interne du camp. Il intègre, quelques mois plus tard, le gouvernement de Gaulle comme ministre de la production industrielle. Marcel Paul, je suis heureux de te revoir. Quelle est ton impression en revenant sur le sol français? Il y a longtemps que tu étais absent? Je suis arrêté depuis le 13 novembre 1941. Notre tâche est d'obtenir le plus rapidement possible le retour ici de tous nos camarades de Buchenwald et en particulier des invalides et des malades dont l'état est alarmant. Et quel était le régime de vie qui vous était imposé? Il y avait deux camps. Le petit camp, camp de quarantaine, où les conditions de vie étaient abominables. Dans le grand camp, les conditions étaient un peu différentes, mais il n'y avait qu'une minorité des arrivants à Buchenwald qui pouvaient passer au grand camp. Ceux-là sont dans un état moins grave, quoiqu'ils étaient traités eux aussi à la schlag, c'est-à-dire à la trique-cesse et aux chiens. Buchenwald. Ce camp de concentration au cœur de l'Allemagne est découvert par les Américains le 11 avril. 20 000 déportés y attendent leur libération. Des politiques, des résistants, des droits communs, des prisonniers de guerre, des juifs. Ils sont russes, polonais, tchèques, hongrois ou encore français, dont le nombre est estimé à 3 000. Pris en charge par une mission de rapatriement arrivée très vite sur place, leur évacuation est réalisée en l'espace de 15 jours. Rapidement, pour les personnalités du camp, militaires, grands résistants, intellectuels, transportés en France par avion. Plus lentement pour les autres déportés ramenés par camion, puis par train jusqu'à Paris. Le 27 avril, il ne reste plus de Français à Buchenwald. Alors qu'à l'origine la gare d'Orsay est affectée à l'accueil de tous les rentrants, Freinet prend conscience que le lieu n'est pas adapté aux déportés. Une note du ministère indique « Les déportés arrivent dans un état physique des plus précaires. Ils doivent être placés dans un cadre accueillant et être couchés. Ils ont plus besoin de repos et de soins que de réceptions officielles. » Dans ces conditions, ordre est donné de les conduire à l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail. Le lieu accueille les déportés juifs ayant échappé à l'extermination. Sur les 75 000 juifs déportés de France, seuls 2 500 reviennent. Arrivent également au Lutetia les autres déportés, politiques, résistants, raflés, otages. Ce sont les plus nombreux. Plus de la moitié retrouvent la France sur les 85 000 déportés dans les camps par mesure de répression. Les plus fragiles sont directement transportés dans des hôpitaux parisiens. C'est à Bichat que l'artiste peintre Édouard Macavoy, qui participe à l'accueil des déportés, réalise ces quelques portraits. Celui de Suzanne Burgevin, revenue de Bergen-Belsen. Celui d'Adèle Picard, 15 ans, rescapée d'Auschwitz. Celui de Jean Ambras, déporté à Langenstein, un commando de Buchenwald. Celui de Bernard Camé, rescapé de Dora.
Bernard Camé est mort à l'hôpital Bichat peu de temps après son retour. Il avait 22 ans. En 1945, en Pologne, les centres d'extermination nazis ne fonctionnent plus. Les déportés, raciaux pour la plupart, ont été évacués vers les camps de concentration en Allemagne, dorénavant surpeuplés. Lorsque les Américains entrent à Dachau, fin avril, la situation sanitaire est catastrophique. Dysenterie, tuberculose et typhus font des ravages, entraînant une mortalité journalière considérable. Dans le crématoire et le reste du camp, des centaines de cadavres pourrissent, répandant alentour une odeur pestilentielle. Pris en charge par le service de santé américain, le camp est placé en quarantaine. Distribution de nourriture, vaccination et désinfection sont assurées. Mais la situation tarde à s'améliorer. Atteint du typhus, le compagnon de Marguerite Duras, Robert Antelme, est exfiltré du camp grâce à la complicité d'amis, dont François Mitterrand. Dans l'attente de leur évacuation, les autres détenus s'organisent par eux-mêmes, à l'image du résistant Edmond Michelet, qui assure la liaison entre les autorités militaires et le comité français du camp qu'il dirige. Are you a Frenchman? I am Frenchman, yes. Tell us a little bit about your experience. I'd like to know how long you've been here, why you came here, and so forth. I have been arrested end of January 1943. So I am here since nearly 2 years. I stayed 6 months in prison of Seine in Paris, 1 month in the dreadful camp of Saarbrück, where I saw some dreadful things, and I arrived here in September 43. Then the camp was not so hard than it was before, but nevertheless, I saw really here dreadful things. To what you owe the fact you believe that you are alive now, that you didn't perish like To the providence, to the providence. Well, I am a Roman Catholic and I do believe in God, you know. I'm obliged to believe in God. Le 11 mai, les Américains autorisent le transfert de tous les Français valides dans les anciennes baraques des SS, où les conditions d'hébergement sont nettement supérieures. 10 jours plus tard, les déportés commencent à être progressivement évacués et ramenés en France par convoi sanitaire. Edmond Michelet fait partie des derniers Français à quitter le camp en juin. Comme Marcel Paul, il intègre peu après le gouvernement de Gaulle comme ministre de la Défense. La situation à Dachau alarme les responsables parisiens du rapatriement. Une note du service de santé indique « Nous recevons au Lutetia un grand nombre de déportés provenant de régions où il y a eu du typhus. Or, le public entre trop facilement au Lutetia. C'est un va-et-vient perpétuel. Le personnel n'a pas été vacciné et n'est pas poudré à la fin du service. Il y a là une source possible de graves contagions. » À Orsay, les problèmes rencontrés sont d'une autre nature. Le lieu est rapidement saturé. Les rentrants doivent patienter de longues heures. Les examens médicaux sont superficiellement réalisés. La désinfection se fait parfois dans le hall d'arrivée à l'aide de pompes à bicyclette. Les services d'accueil sont submergés par l'afflux massif des rentrants. Et pour cause.
S'ils ne sont que 429 à arriver en France au cours de la journée du 31 mars, ils sont 2382 le 2 avril, 10 172 le 11, 14 933 le 15, 29 974 le 3 mai. 320 000 absents rentrent en avril. Ils sont presque 3 fois plus nombreux en mai, moment paroxysmique du retour. Le 8 mai, plus de 20 000 absents arrivent en France. Le 8 mai, on fête la fin de la guerre en Europe. Si les Parisiens défilent à l'Opéra ou sur les Champs-Élysées, la joie est plutôt contenue. Il est vrai que la capitale est libérée depuis déjà plus de 8 mois. Surtout, si 1944 fut synonyme de fête et d'espérance, 1945 est l'année des épreuves et des incertitudes. Les Français doivent tourner la page de l'occupation, apaiser leurs divisions alors que l'épuration se poursuit, participer enfin à l'œuvre immense de reconstruction. Le 8 mai n'égale pas en ferveur la liesse qui avait présidé le 11 novembre 1918 à l'annonce de l'armistice. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la France avait dû rapatrier quelques 500 000 prisonniers. À la date du 8 mai, si plus de 500 000 personnes sont déjà rentrées, il en reste encore 1 million en Allemagne. Dans son roman Aurélien, paru en 1945, Louis Aragon décrit une scène au cours de laquelle son héros, un ancien soldat de la Grande Guerre, se rend dans une piscine parisienne. Pour lui, la piscine est ce lieu de l'anonymat social où les différences disparaissent en raison de l'uniformité du maillot. Lors du retour des absents, le gouvernement français s'attache à produire un discours officiel tendant à ne pas établir de distinction entre eux. En clair, qu'ils soient prisonniers de guerre, travailleurs ou déportés, tous ont participé à une communauté de souffrance. Tous ont résisté à leur façon au cours de leur exil forcé en Allemagne. Ils sont unis. Ne les divisez pas. Dans les faits, ce discours unitaire fait long feu. Est-il vraiment possible de traiter tous les absents comme une seule catégorie, alors qu'une hiérarchie s'établit spontanément au profit des déportés, martyrs du nazisme? Bientôt, jalousie et division opposent les rentrants sur fond de clivage politique. Cherchant par tous les moyens à abattre Freinet, le journal communiste L'Humanité accuse le ministre de mal gérer le rapatriement. À la radio, Freinet se défend. Je voulais aujourd'hui vous mettre simplement en garde contre les propos démagogiques et parfois calomnieux qui vous sont trop souvent tenus. Il est par trop simple, mais combien criminel, de vouloir se tailler une popularité facile en exploitant les difficultés immenses que rencontre le gouvernement de la République. À Paris, les manifestations se multiplient, au cri de « Freinet, démission », des vêtements, des chaussures. La question de l'habillement, ô combien symbolique, est alors centrale pour les rentrants et leur réintégration dans la société. Sur ces images, un cortège remonte les Champs-Élysées vers l'Étoile. On aperçoit ici, à gauche, François Mitterrand, qui a pris ses distances avec Freinet et tente d'exploiter à son profit le malaise ambiant. Entre tous ceux qui reviennent, en voici un seul, mais c'est le millionième. Si le retour de milliers et de milliers de prisonniers a été tellement accéléré, nous le devons à l'aide alliée qui, chaque jour, a mis à la disposition de la France des centaines d'avions de transport. C'est le merci du peuple de France aux alliés que crie avec sa joie la foule qui acclame Jules Caron.
cherchant à faire taire les critiques et à remobiliser l'opinion, Freinet lance une importante opération de communication autour du 1 rapatrié. L'heureux élu, un certain Jules Caron, est accueilli en véritable héros à Paris le 1er juin. Abondamment filmé et photographié, il est reçu à Orsay par Freinet, en personne. L'aventure merveilleuse continue. Sa voiture l'attend pour le conduire chez lui. Une voiture, pour lui qui n'avait même pas de chaussures. Et tous les paysages de France, de Paris assisteront, pour lui qui n'avait comme horizon que les baraques d'Installade. Une foule heureuse, une femme aimée, un père ému. Vive Pétain, vive Laval. 2 ans plus tôt, le gouvernement de Vichy mettait déjà en scène le retour de son 100 000e prisonnier de guerre, revenu d'Allemagne en échange de travailleurs civils. Mais là où le ministère Freinet privilégie un prisonnier jeune et vigoureux, Vichy fit le choix de mettre en avant la figure de Joseph Robin, un modeste paysan portant petite moustache blanche. Révolution nationale oblige. Tous les absents ne bénéficient pas du même accueil que Jules Caron. Pour la plupart, le retour se déroule sans gloire, quand il ne tarde pas à se réaliser. C'est le cas pour les 300 000 Français libérés par l'Armée rouge au cours de son avancée en Europe. Leur libération dépend du bon vouloir des Soviétiques, qui ont établi leur jonction avec les Américains à Dessau, sur l'Elbe. C'est là que, chaque jour, se croisent des milliers de prisonniers et de civils, les uns marchant vers l'ouest, les autres vers l'est, sous le regard du maréchal Staline. Désireux de mettre en scène leur bonne entente, officiers américains et soviétiques chargés du rapatriement se font ici filmer par plusieurs caméras. Les négociations furent pourtant difficiles. Les Russes exigèrent que tous leurs ressortissants, sans exception, leur soient rendus. C'est donc parfois sous la contrainte que certains civils et prisonniers de guerre soviétiques furent renvoyés chez eux par les Alliés. Pour ces Français, derniers instants avant le départ. Malgré les sourires, est-il possible que ce retour tant attendu ne soit pas synonyme d'appréhension? Comment renouer avec les siens? Comment retrouver sa place? Comment combler le fossé qui s'est forcément créé entre soi et les autres? Sujet délicat, qui inquiète déjà certains chroniqueurs radio. Le retour des prisonniers et des déportés ne pose pas seulement les problèmes matériels que l'on s'efforce de résoudre, mais il y a un problème moral infiniment plus délicat. Ce problème, ou plutôt ces problèmes, se poseront la plupart du temps après l'euphorie des premiers jours. Que va-t-il se passer si tout de suite éclatent les discussions, les reproches? Quels fossés vont encore se creuser? Attention, vous allez subir la plus redoutable des épreuves, qui est de vous réacclimater, de découvrir peut-être des êtres que vous croyiez connaître et aimer, et de subir quelques déceptions. N'en tenez rigueur qu'au malheur des temps. Soyez prêts à avoir les uns pour les autres une extrême indulgence. Les uns et les autres l'ont bien mérité, car où qu'ils aient été, les Français ont souffert. Dans ces conditions, comment se raconter, être écouté? Avec quels mots relater fidèlement son expérience? Dans son ouvrage « La peau et les os », paru 4 ans après son retour de captivité, le désenchanté Georges Hyvernaud écrira « L'histoire des historiens est comme un magasin d'habillement. Tout y est classé, ordonné, étiqueté. Tout cela bien étalé devant l'esprit, clair. Ce qui n'est pas clair du tout, c'est l'homme dans l'histoire.
ou l'histoire dans l'homme, si on préfère. L'homme complique tout. Pour lui, c'est toujours ce qui n'a pas d'importance qui compte le plus. Des questions de soupe, de corvée. Il faut voir alors ce que deviennent les événements dans la tête de l'homme qui y était. Et pas dans sa tête seulement, mais dans ses jambes, dans ses reins, dans ses boyaux, dans tout son corps qui saigne, qui sue, qui sent le vin, l'ail, et pire que ça. L'histoire des historiens n'a pas d'odeur. En France, le temps est à la célébration des combattants, des héros. Les déportés résistants sont auréolés d'une gloire qui laisse peu de place aux autres. Les prisonniers de guerre font ressurgir une image que la société cherche alors à occulter, celle de la défaite de 1940. Les hommes et les femmes partis travailler en Allemagne se sentent pour leur part marginalisés. Accusés d'avoir collaboré à l'effort de guerre nazi, certains d'entre eux sont pris à partie lors de leur arrivée en France, parfois même molestés, tondus. Quant aux rescapés juifs, aucune attention spécifique ne leur est accordée. En somme, ils se fondent dans la masse des rentrants. Après le retour massif du mois de mai, le rapatriement connaît un certain reflux, même si 300 000 absents arrivent encore en juin, 100 000 en juillet, 40 000 en août. Drôle d'été que celui marquant le premier été de la paix. Passé l'effervescence des premiers retours, les Français commencent à se désintéresser de la question. Et s'ils se pressent dans les gares, c'est pour partir en vacances. Drôle d'été 1945. Alors que les cinémas font salle comble, au palais de justice se tient le procès du maréchal Pétain. Accusé d'intelligence avec l'ennemi, l'ancien chef de l'État français est condamné à mort. En raison de l'âge avancé de l'accusé, 89 ans, De Gaulle décide de commuer sa peine en une réclusion à perpétuité. Oui, drôle d'été 1945. Si certains dansent au son de l'accordéon pour fêter le 14 juillet, d'autres se bousculent au Grand Palais pour visiter l'exposition « Crimes hitlériens ». Exhibant les preuves des atrocités nazies, cette exposition appelle non seulement au jugement de leurs auteurs, mais tend également à rendre responsable l'ensemble du peuple allemand des crimes de l'ennemi. À Bucher, petit village incendié par les SS, le préfet de l'Aube s'adresse en allemand puis en français aux prisonniers qui vont commencer les travaux de reconstruction. Allemands, vous n'êtes pas ici pour accomplir la tâche banale qu'on impose à des prisonniers de guerre. Vous avez à payer une dette d'expiation. Vous reconstruirez des maisons, vous ne pourrez jamais reconstruire les foyers qui ont été détruits. Les coupables ne sont pas seulement Adolf Hitler et son état-major nazi, mais toute l'Allemagne, car tous les Allemands ont été ses complices. Vous en portez donc aussi la responsabilité. Près de 750 000. C'est le nombre de soldats allemands qui passent sous le contrôle des autorités militaires françaises au cours de l'année 1945. Ces prisonniers de guerre constituent pour la France le symbole d'une victoire retrouvée, une forme de revanche. Ils ont démoli, massacré, ruiné la France. Ils ne répareront jamais tout le mal qu'ils ont fait. Répartis dans des camps sur tout le territoire national et mis au travail, leur prise en charge n'est pas sans poser problème au gouvernement, à nouveau dépassé par cet afflux massif de captifs. Comment loger, nourrir et vêtir tant d'hommes alors que le pays manque de tout? Bientôt, rumeurs et critiques pointent du doigt la maltraitance dont ils seraient victimes, obligeant les autorités françaises à réagir et à organiser une campagne d'information, images à l'appui.
Voyez comme ils sont bien nourris. Voyez comme ils sont bien portants. Malgré les pressions exercées par la Croix-Rouge internationale et les États-Unis, leur retour dans leur pays ne se fit que progressivement. Il s'acheva fin 1948. Il en revient encore. Dieu merci, tout espoir n'est pas perdu. Dans Varsovie détruite, des trains français sont allés avec M. Freinet, ministre des prisonniers, rechercher des Français libérés par les Russes et que la maladie retenait encore loin de leur foyer. Ce sont donc des blessés et des convalescents que le ministre français est venu saluer au moment de leur retour. Des Français libérés par les Russes? Plutôt des hommes que le gouvernement soviétique tarde à restituer à la France. Enrôlés de force dans la Wehrmacht pendant la guerre, ces Alsaciens lorrains ont été faits prisonniers par l'armée rouge sous l'uniforme allemand. Considérés comme des soldats de l'ennemi, ils ont été envoyés dans des camps particulièrement difficiles. Préférant ne pas s'attarder sur la situation spécifique de ces malgré nous, les actualités font comme si ces Français étaient des libérés comme les autres, au risque de provoquer quelques déceptions. Croyant reconnaître son fils, une mère s'enquiert de son sort dans un courrier adressé à Freinet. Interpellé, ses services indiquent qu'il s'agit en fait d'Alsaciens lorrains et que cette pauvre mère est malheureusement la victime d'une ressemblance. Au final, le rapatriement des malgré nous s'avère problématique. Le retour de 80 000 d'entre eux prend plusieurs mois. Certains reviennent bien plus tard, le dernier en 1955. D'autres ne sont pas rentrés, décédés ou disparus en URSS. En septembre 1945, survolant l'Allemagne pour se rendre en Pologne, Freinet fut frappé par l'importance des destructions, spectacle lugubre de villes transformées en champs de ruines. Le pays est alors administré par les Alliés, tout comme Berlin, divisé en 4 zones d'occupation, américaines, britanniques, soviétiques et françaises. Après les rapatriements massifs du printemps et de l'été, les Alliés comptent encore dans leur zone plus d'1 million de personnes déplacées. Que faire de tous ces civils, dont beaucoup, originaires de l'Europe de l'Est, refusent de rentrer chez eux? Que faire de ces milliers de Juifs qui ont échappé à la mort ou vécu dans la clandestinité? Leur rapatriement, notamment en Pologne, est alors impossible, en raison de l'antisémitisme qui y règne. Sur tout le territoire allemand, des camps se multiplient pour les accueillir. Ici, à Landsberg, près de Munich, ce sont d'anciennes baraques de la Wehrmacht qui servent à les loger. Le dernier camp pour personnes déplacées juives ferma ses portes en Allemagne en 1957. Le 11 novembre 1945, 15 cercueils traversent Paris. Ce sont les corps de 9 militaires, d'un FFI, d'un prisonnier de guerre tué au cours de son évasion, de 2 résistants et de 2 déportés politiques, désignés par le sort pour symboliser le sacrifice de ceux morts pour la France pendant la guerre. Grandiose commémoration, organisée par Freinet en personne, dont c'est la dernière apparition publique. Il quitte son ministère quelques jours plus tard. Bien qu'isolé et blessé par les attaques dont il a été l'objet, Freinet considère sa mission comme réussie et achevée. En l'espace des 5 mois fixés par le ministre, plus d'1,5 million de Français ont été rapatriés.
Reste pourtant le sentiment partagé par de nombreux rentrants d'une réintégration difficile et l'échec de leur unité, tant rêvé par Freinet. Signe de la fin d'une époque ou du début d'une autre, De Gaulle démissionne en janvier 1946. Il reste, au gouvernement qui lui succède, à gérer le retour de quelques milliers d'absents qui tardent à revenir d'Allemagne. Sur place, des équipes de recherche se multiplient pour identifier les disparus. Filmées par un amateur, ces images montrent l'exhumation de corps de luxembourgeois, retrouvés dans l'ancien camp de concentration d'Inzert, et le retour de leurs dépouilles dans leur pays d'origine. Les corps des Français qui purent être identifiés furent également rapatriés et rendus à leurs familles. Au total, ce sont près de 200 000 absents qui périrent hors de France au cours de leur exil.